Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites sur effectivement l'effet de ciseaux entre des dépenses qui augmentent et une autonomie budgétaire, une autonomie fiscale qui a disparu. Donc entrons d'emblée dans le vif du sujet. Le contexte économique actuel est marqué par de fortes incertitudes. Et les départements en France sont tous confrontés à une situation très difficile pour l'élaboration des budgets 2024. C'est là un point sur lequel nous serons ici toutes et tous d'accord. Il y a effectivement la situation économique et ses contraintes et ce que vous appelez des nouvelles fragilités dans le rapport, comme l'inflation qui pèse lourdement sur les nordistes, la hausse probable du chômage, dont on voit mal comment elle ne pourrait pas avoir comme conséquence la hausse du nombre d'allocataires du RSA. Or, vos hypothèses de budget prévoient une diminution de 4% des dépenses liées au RSA. Vous dites même, page 18 du rapport, les hypothèses retenues en 2024 prévoient une baisse continue du nombre d'allocataires au rythme de 0,25% par mois. C'est pour le moins audacieux, si ce n'est inquiétant, parce que, en réalité, à travers ces projections, vous n'envisagez évidemment pas de lutter contre le non-recours au RSA et aux aides sociales. Alors, il y a aussi les fragilités liées au territoire. Il y a la vulnérabilité face au changement climatique et les inondations récentes qui ont touché une fois, 2 fois, 3 fois en quelques mois des habitants du Nord et du Pas-de-Calais nous viennent immédiatement en tête. Monsieur Belval a annoncé dans La Voix du Nord que le diagnostic des réparations des infrastructures abîmées était en cours et que le département envisageait de solliciter l'État pour une dotation exceptionnelle de 5 millions d'euros. Nous savons que nous ne sommes pas à l'abri d'une réévaluation à la hausse et ce, d'autant plus s'il y avait des mesures à prendre plus structurelles et plus coûteuses encore. Cependant, face aux difficultés et compte tenu des incertitudes, il y a différentes attitudes possibles. Premièrement, soit on assume le manque de visibilité et on envisage plusieurs scénarios. C'est de notre point de vue la posture qu'il aurait fallu envisager cette année. Soit on fait preuve d'un certain manque de transparence qui empêche de fait l'exercice démocratique du débat d'orientation budgétaire, soit on ne s'avance pas trop, on dévoilera ses cartes au moment du vote du budget qui aura lieu dans 2 mois, soit enfin vous nous réservez des révélations pour les prochaines minutes, peut-être, Monsieur le Président. Quoi qu'il en soit, dans ce rapport, on ne sait pas grand-chose sur le niveau de recettes attendu en 2024. Et cela, personne ne vous le reprochera. Les DMTO sont en baisse, effectivement, et le niveau de baisse était pour tout le monde difficile à anticiper. Pour l'avenir, nous n'avons pas non plus la main sur la trajectoire. Est-ce que la situation va s'amplifier ou s'améliorer en 2024 ? Vous semblez curieusement assez optimiste. L'hypothèse d'une nouvelle dégradation n'est pas envisagée dans ce rapport. Pourquoi ? Quels sont les éléments dont vous avez connaissance et qui vous amènent à dire en ce début d'année 2024, et après avoir tenu publiquement des propos inquiétants ces derniers mois, quels sont les éléments qui finalement vous permettent de dire que malgré tout, tout va bien se passer ? Alors j'entends par propos inquiétants une petite musique sur la distinction entre l'obligatoire et le facultatif. Je reprends un peu vos mots, Monsieur le Président, laissant entendre que certaines politiques dites volontaristes pourraient être remises en question. En ce qui nous concerne, soyons très clairs,
en matière de politique éducative ou culturelle, par exemple, rien ne doit être considéré comme facultatif. Toutes les dépenses éducatives et culturelles actuelles doivent, de notre point de vue, être sanctuarisées dans le budget primitif que vous nous proposerez en mars. En attendant, le rapport d'orientation budgétaire n'entre pas dans ce niveau de détail, ça a déjà été rappelé précédemment, donc pouvez-vous déjà nous rassurer? Est-ce que votre rendez-vous avec Madame Borne, est-ce cela qui vous a donné des garanties? Quand seront-elles avec le nouveau Premier ministre? Qu'avez-vous obtenu réellement comme soutien de la part de l'État? La question des recettes est d'autant plus un sujet d'inquiétude pour nous que nous ne voyons pas apparaître clairement de recettes liées au fonds vert. Vous allez répondre, comme précédemment, que les montants sont très faibles et ne méritent même pas d'être mentionnés. Au contraire, je pense qu'il y a un véritable enjeu à rendre visible notre capacité à mobiliser des financements qui permettent d'investir dans le sens de la transition énergétique. Ce sont aujourd'hui les seuls investissements que nous devrions renforcer. Non seulement parce que c'est bon pour l'avenir des nordistes, en plus on le fait déjà pour les nouveaux collèges, donc disons-le clairement, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire qu'on arrête les projets qui vont dans le sens opposé à cette transition énergétique, dans le sens d'un développement non durable. J'avais déjà demandé qu'on puisse avoir cette lecture des investissements au service de la transition l'an dernier. Monsieur Valois était d'accord à ce moment-là, et la loi de finances 2024 nous demande désormais de classer les investissements verts à partir du compte administratif 2024, conformément à ce qu'on demandait finalement l'an dernier. Donc preuve que ce n'était pas une lubie d'écolo. Et dans les années à venir, il y a fort à parier que cela va jouer aussi sur notre niveau d'endettement, en encourageant une sorte de dette verte par rapport à une autre dette considérée comme moins vertueuse. Quand ces dernières années, nous disions qu'il fallait recourir à l'emprunt, effectivement, parce que les taux étaient favorables et parce qu'il y avait des investissements massifs à engager pour la transition énergétique, pour pouvoir limiter drastiquement et rapidement nos dépenses de fonctionnement et notre dépendance aux énergies fossiles, vous nous répondiez, en bon gestionnaire orthodoxe, je m'endette d'abord en fonction de ma capacité d'épargne. Et là, il s'avère que nous terminons l'année 2023 avec une épargne nette négative, moins 16 millions. C'est dans le rapport, page 10, il me semble, du jamais vu depuis 2015. Au compte administratif 2015, l'épargne nette était alors de moins 14,8 millions. J'ai donc regardé ce que vous aviez dit et fait à cette époque pour faire face à cette situation. À l'époque, on avait estimé qu'on devait s'éloigner le plus vite possible du seuil d'alerte, de la menace de mise sous tutelle du département, égrénant toutes les conséquences tragiques qui s'en suivraient. Et vous aviez appliqué aux finances du département un remède de cheval basé sur 3 traitements. Un plan d'économie de 100 millions d'euros, qui avait fait l'objet de débats tendus. Certains ici doivent s'en souvenir, et nous ne voudrions surtout pas y revenir. Deuxièmement, une hausse de la fiscalité. Ça, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. La seule chose possible, dans la mesure où nous sommes en quelque sorte irresponsables fiscalement, désormais, c'est d'obtenir de meilleures compensations ou dotations de l'État. Et troisièmement, vous faisiez valoir à l'époque également une nouvelle stratégie prenant la culture de la recette. Cette culture de la recette a été rappelée chaque année depuis,
faisant valoir notamment la capacité du département à aller chercher des cofinancements européens, nationaux, régionaux ou locaux pour tous nos projets. J'espère que vous n'êtes pas aujourd'hui en train de revenir vous-même sur ce principe que vous avez si souvent mis en avant, car en vertu de ce principe, il serait inconcevable de prendre à notre seule charge le financement d'infrastructures, nouvelles voiries, doublement de voiries, contournements divers et variés, d'infrastructures non prévues dans le volet mobilité du contrat de plan État-région. Nous ne verrons donc pas de tels projets dans le budget primitif 2024. En revanche, les infrastructures cyclables, les véloroutes, les voies vertes, ça c'est bon, c'est dans le contrat de plan État-région. C'est compatible donc avec notre culture de la recette. Et donc on va pouvoir les accélérer. Peut-être va-t-il donc falloir réviser le plan pluriannuel d'investissement, le PPI à mi-mandat. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en tenir informés. Je note au passage qu'en 2016, il y avait eu 2 séances de débat d'orientation budgétaire compte tenu de certaines incertitudes et que vous aviez établi à l'époque 2 scénarios, un scénario au fil de l'eau et un scénario cible. Nous pensons que cette approche par scénario aurait été intéressante aujourd'hui, en 2024, aussi en amont du budget, car il sera très difficile d'établir sincèrement un budget annuel pour toute l'année 2024. Je vous remercie de votre attention.